C'est un vaste bâtiment qui abrite l'OIAC, l'Organisation internationale contre la prolifération des armes chimiques. En fin d'après-midi, une Citroën se gare sur le parking d'un hôtel à proximité. À bord de la voiture, 4 hommes. Ils sont sous surveillance des services de renseignement hollandais depuis leur arrivée sur le territoire. Quelques minutes plus tard, les policiers néerlandais les interpellent. Ils sont en possession de passeports diplomatiques russes. Les services secrets fouillent la Citroën. Dans le coffre, du matériel d'espionnage pour mener une cyberattaque contre l'OIAC. L'opération est classée confidentielle défense. Pendant 6 mois, les autorités hollandaises ne laissent filtrer aucune information. En octobre 2018, la ministre de la Défense néerlandaise en personne lève le voile sur cette affaire lors d'une conférence de presse fracassante. De manière inédite, les autorités révèlent toutes les coulisses de cette opération, photos à l'appui. Elles accusent les 4 hommes de travailler pour les services secrets russes. Je suis consciente que le dévoilement de cette cyberopération est une étape extraordinaire pour les Pays-Bas. Nous ne le faisons pas normalement. Mais là, nous envoyons un message clair. Le service de renseignement militaire russe doit mettre fin à ces opérations cybernétiques menaçantes. L'enquête de la police néerlandaise démontre que les cyberespions n'en sont pas à leur coup d'essai. L'un d'eux s'est rendu en Suisse en 2016. Sa cible, l'Agence mondiale qui enquête sur le système de dopage mis en place par la Russie lors des Jeux olympiques. Fin 2017, il part en Malaisie avec en ligne de mire cette fois le magistrat qui instruit l'affaire du MH17, cet avion abattu par un missile russe en Ukraine. Quelques heures après la ministre néerlandaise, les Américains mettent eux aussi en cause les services secrets russes. Nous annonçons l'inculpation de 7 officiers de l'armée russe pour violation de plusieurs lois pénales américaines, notamment d'activités cybernétiques malveillantes contre les États-Unis et leurs alliés. Dans la foulée, la Grande-Bretagne dénonce une tentative de déstabilisation internationale par la Russie. 4 jours plus tard, le Kremlin finit par répondre. Il ne prend pas la peine de nier les accusations, mais s'étonne qu'une telle affaire soit étalée en place publique. Aucune information ne nous a été transmise par les canaux officiels. On ne peut pas prendre en compte une nouvelle qui nous vient des médias. Donc on ne donnera aucune explication et on ne fera pas de commentaires. Plusieurs États qui parlent d'une même voix pour accuser la Russie de cyberattaque, c'est une grande première. Quelle est cette guerre qui se joue désormais dans le monde numérique ? N'importe qui peut être victime d'un attaquant qui va chercher à détruire vos systèmes informatiques, à vous détruire fondamentalement. Des services de l'État et des centrales attaquées, des hôpitaux mis à l'arrêt jusqu'à menacer la vie des patients. Je pense que les gens qui sont à l'origine de cette cyberattaque ne pensaient pas du tout aux conséquences sur les vies humaines. Cela leur était égal. Des médias sabotés. J'allume la télévision, écran noir. Mais qui peut bien vouloir attaquer TV5 Monde ? Et des multinationales paralysées. Parmi les victimes dans l'Hexagone, Auchan, chez les biscuits Saint-Gobain, chez le géant du bâtiment français Saint-Gobain. Nous allons vous raconter comment des ordinateurs sont désormais utilisés comme des armes. L'unique but de ce logiciel-là, c'est de détruire les données. Il n'y a aucune chance qu'on puisse récupérer les données déchiffrées. Donc c'est un logiciel de sabotage. Pour attaquer, plus besoin de soldats.
quelques hackers suffisent. C'est plus simple d'utiliser des mercenaires, ça évite d'avoir un lien direct avec le gouvernement. Если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают правильную, в борьбу с теми, кто как бы плохо отзывается о России. Les pirates russes notamment sont passés maîtres dans l'art de dérober des mots de passe, de pénétrer des systèmes et d'y loger des virus dévastateurs. À ce moment-là, nous avons réalisé que nous avions affaire à un niveau de cyberattaque jamais vu auparavant dans le monde entier. Anonymes derrière leurs écrans, ils sont rarement démasqués et sanctionnés. Contrairement aux autres conflits, on ne voit pas les forces en présence, on ne voit pas l'adversaire. Comment la France fait-elle face à cette nouvelle menace cyber? Nous considérons l'arme cyber comme une arme à part entière. Nous n'avons pas peur de l'utiliser et nous n'aurons pas peur de l'utiliser. Qui sont les hommes et les femmes de l'ombre qui tentent d'empêcher ces attaques virtuelles aux conséquences bien réelles? Est-ce que cette attaque a permis à l'attaquant d'être en profondeur dans les réseaux les plus cachés du ministère? Donc c'est ça ma première angoisse. Notre cauchemar, c'est avoir quelques dizaines de sociétés très sensibles pour la nation, touchées en même temps par une attaque. Et on sait que si un jour ça se produit, ce sera extrêmement difficile. Avons-nous les moyens de faire face à une attaque de plus grande ampleur, ce que les spécialistes appellent le cyber-ouragan? Ce 8 avril aurait dû être un grand jour pour TV5 Monde. Le groupe audiovisuel public inaugure une nouvelle chaîne sur l'art de vivre à la française. Il y a tout juste une heure, Style HD, le luxe, la mode, la gastronomie sont de fortes valeurs à l'export et leur centre névralgique se nomme entre autres Paris ou encore Bruxelles. Mais c'est quoi au juste l'art de vivre? Nous allons tenter de vous apporter... Le directeur de TV5, Yves Bigot, accueille pour l'occasion le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Monsieur le ministre, pardon. Je vous en prie, le centre nerveux de diffusion. Ah, ça c'est le moment. Ou jamais. Allez-y, prenez donc l'icône avec votre doigt. Alors, c'est ça. Voilà, et vous la faites glisser à l'endroit névralgique. Ah là 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 là. Voilà. Et ça Wow. Voilà, la chaîne commence sa diffusion. C'est voilà. Quelque chose de magique, hein. Ouais, hein. Style HD sera accessible à 354 millions de foyers à travers 200 pays. Très bien. Oh, on a envie de la regarder. Voilà. On est soulagé, on souffle, ça s'est bien passé, la chaîne a bien démarré comme il fallait, etc. Ouais, tout va bien. Il y a une espèce de douce euphorie de relâchement. Le voyant rouge continue à augmenter. Là, concrètement, la suspicion d'une attaque
s'insinue très profondément dans les esprits de chacun. Il faut leur couper tous les accès à la chaîne, fermer toutes les portes. Pour cela, une seule solution, radicale. Je me rappelle d'ailleurs avoir dit « coupe-moi Internet, j'en ai rien à foutre ». Pour une chaîne de télévision, ne plus avoir d'Internet à la fois pour recevoir du contenu, fabriquer du contenu et le publier, le livrer, c'est quelque chose de dramatique. C'est vraiment une décision qui est très douloureuse. Mais en même temps, elle est salvatrice, puisque je sais que de ce fait, les attaquants ne pourront plus agir. Revenu d'urgence rue de Wagram, Yves Bigot, le directeur, fait alerter la place Beauvau. Le ministère de l'Intérieur envoie immédiatement des mineurs et CRS pour sécuriser le bâtiment. Car derrière ce cybercalifat plane la menace terroriste de Daesh. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est 3 mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Et je ne sais pas à ce moment-là s'il n'y a pas une menace sur l'immeuble et donc sur le personnel. On craint qu'il y ait alors, des bombes, je ne sais pas, mais des fusillades, de la prise d'otages. Le directeur réunit Hélène Zemmour, Alexis Renard et les principaux cadres de TV5 Monde. Son bureau se transforme en cellule de crise. On est sonné, hein, un peu comme un boxeur, comme si on avait pris un coup. Et on est un peu perdu, hein, je veux dire, il faut dire les choses, il ne faut pas faire croire qu'on maîtrise ces situations. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si ça va durer encore 3 minutes ou si ça va durer des heures, peut-être des jours, on n'a aucune idée. On est dans le Schwartz complet. Pour supprimer les messages de propagande du cybercalifat, la priorité d'Hélène Zemmour est de reprendre la main sur les réseaux sociaux.
Les process sur Twitter et sur Facebook nécessitent de s'identifier avec les identifiants officiels TV5. Un casse-tête. Le défi qu'on a ce soir-là, c'est de récupérer les identifiants et les accès et les mots de passe, alors même qu'on n'a plus de messagerie et qu'on n'a plus les adresses mail qui ont servi à ouvrir les comptes. Je lui dis là, c'est l'enfer, je n'y arrive pas, on n'a plus rien. Elle parvient finalement à joindre les directions de Twitter et Facebook France, qui confirment « Impossible de récupérer l'accès aux comptes piratés. Ils seront définitivement supprimés, d'autres recréés. » Trois heures déjà que TV5 est dans le noir. Yves Bigot décide de s'adresser aux téléspectateurs. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe, qu'on leur parle. C'est notre responsabilité. Avec les moyens du bord. On a des téléphones mobiles, on sait filmer, donc on fait un message court et on filme cette vidéo. Jusque-là, c'est simple. La difficulté, une fois que le message vidéo est enregistré, c'est de la télécharger pour la mettre en ligne sans réseau. En plus, on est dans des bureaux, ça capte pas forcément très bien. Donc, puis cette image du bras tendu à travers la fenêtre, dans des fenêtres qui ouvrent mal, de bureaux, pour arriver à mettre en ligne cette vidéo. Le message d'Yves Bigot est finalement mis en ligne sur YouTube et sur les réseaux sociaux, tard dans la nuit. TV5 Monde a été victime d'une cyberattaque extrêmement puissante. Ce piratage a conduit l'ensemble de nos 11 chaînes, les 9 généralistes et les 2 thématiques, à virer à l'écran noir. À 5 h du matin, ces écrans noirs se rallument. Mais le direct reste toujours impossible. La chaîne passe des rediffusions. À la une, écran noir et nuit blanche pour TV5 Monde. La chaîne francophone a été piratée. TV5 Monde victime d'une cyberattaque. C'est du jamais vu pour un média francophone, écran noir. Tant la chaîne perdait le contrôle de ses pages Facebook et Twitter. Des messages faisant référence à l'engagement de la France contre le groupe État islamique. Ce qu'on appelle les hackers qui revendiquent leur appartenance à l'État islamique et qui ont... Pour faire passer un message, les médias audiovisuels semblent être la cible idéale. Les médias sont appelés à la vigilance. Les hackers se revendiquent du groupe État islamique. Au petit matin, la cyberattaque fait la une des médias. Sur le trottoir, devant le siège de la chaîne protégée par des policiers en armes, des radios et des télévisions du monde entier sont déjà rassemblées. Un petit groupe d'hommes se tient à l'écart de la foule de journalistes. Ce sont des experts informatiques qui viennent à la rescousse de la chaîne. Ils font partie de l'ANSSI, l'agence de l'État en charge de la sécurité informatique. Parmi eux, Bruno Maresco. Cet ingénieur polytechnicien est responsable des opérations. On n'a pas l'habitude d'opérer sous le feu des projecteurs, donc on intervient en général à l'insu de l'attaquant. En général, ce sont des activités qui ressemblent à des activités d'espionnage. Et donc à ce moment-là, comme on n'a juste pas envie d'être repéré comme étant l'équipe de l'ANSSI qui vient s'occuper de la crise, on se sépare et on arrive un par un dans le bâtiment devant TV5 Monde. Les spécialistes de l'agence d'État ont reçu des instructions de leur directeur, Guillaume Poupard. Pour nous, l'objectif, quand on arrive, c'est vraiment tout de suite de préserver la scène de crime. Ça veut dire être capable de faire des relevés, une sorte de relevé d'empreintes un petit peu dans le monde numérique, de manière à ensuite bien comprendre. Dès la première réunion, les priorités des cyberpompiers de l'ANSSI et de la direction de TV5 s'entrechoquent. On a à peu près un peu plus de 3000 contrats de distribution sur toute la planète. On est partout, on est en Chine, on est en Corée du Nord, on est à Cuba, on est au Soudan du Sud. Mais donc, dans beaucoup de ces contrats, le premier alinéa, c'est vous devez en permanence fournir un signal, sinon le contrat devient caduc. Mon objectif, c'est de remettre en route nos capacités de diffusion, de production, de fabrication de nos journaux télévisés. Le problème, c'est que dès qu'on va commencer à modifier les systèmes informatiques, ce qui est évidemment la tentation de TV5 pour pouvoir relancer ces systèmes, eh bien on va complètement effacer ces indices qui sont parfois très ténus, très fragiles.
Chaque minute qui passe sans direct accroît le risque pour TV5 Monde de voir sa fréquence attribuée à une chaîne concurrente. Mais l'ANSSI impose son tempo. Priorité à l'enquête. Bruno Maresco et son équipe effectuent des sauvegardes de tous les serveurs et disques durs encore en état. Puis les transmettent pour une analyse approfondie à leur base arrière. C'est dans cette tour, sur les quais de Seine, que travaille à l'époque Félix Aimé. Il est spécialiste des modes opératoires d'attaque, identifie les hackers qui s'en prennent aux intérêts français. Mon travail, c'est de dresser un portrait de cet attaquant. C'est avant tout un rôle, on va dire, de profiler ou de criminologue. On a des investigations techniques et scientifiques qui sont faites sur le lieu d'un crime. Et on va essayer de savoir qui est derrière ce crime et potentiellement de relier ce crime à d'autres affaires. Le site internet, les réseaux sociaux, la messagerie, le système principal de diffusion sont hors service. Les pirates ont même détruit le système de secours. L'attaque est sophistiquée, peut-être trop. Au sein du bureau, on est sûr et certain que ce n'est pas le cybercaliphate. Directement, l'hypothèse du cybercaliphate, qui est un peu un groupe d'attaquants de bas niveau, opportunistes, me paraît complètement fallacieuse. En termes de technologie employée, en termes d'organisation, ça ne ressemble pas du tout à de la cybercriminalité standard. Et on s'aperçoit également que l'ensemble de la campagne de propagande du cybercaliphate est orchestrée par des gens qui parlent pas très bien arabe. Ça semble être plus du Google Translate que des natifs. Malgré les doutes des profilers de l'ANSSI, les politiques vont évoquer la piste du terrorisme islamiste. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur et figure de la lutte contre le terrorisme, arrive en personne au siège de la chaîne. Il est accompagné de 2 autres ministres, Laurent Fabius aux Affaires étrangères et Fleur Pellerin à la culture. Le directeur de la chaîne les accueille dans son bureau avec en tête l'avertissement de l'ANSSI. Ne pas se précipiter pour désigner le coupable. Je leur raconte ce que je sais. Les faits, c'est regarder les captures d'écran que j'ai conservées, voilà les messages qu'on a reçus, signés dans le cybercalifate. Voilà, je m'en tiens à ça, hein, pas de spéculation au-delà des faits. Voilà ce qu'on sait. Avant de repartir devant les caméras, le ministre ne va pas faire preuve d'autant de prudence. Nous sommes face à des terroristes déterminés et nous sommes déterminés à les combattre. Les moyens qu'ils mobilisent sont des moyens puissants qui nous obligent à nous adapter en permanence. Et c'est ce que nous faisons sans trêve ni pause. Ça m'étonne qu'il s'engage aussi clairement. Mais je me dis, après tout, il a sans doute des infos que je n'ai pas. Et puis après, les politiques, ils font de la politique. Hein. Donc, on n'est jamais non plus tellement surpris, parfois qu'ils affirment des choses en attendant qu'on les vérifie, quoi. Ces déclarations publiques suscitent un certain malaise au sein de l'ANSSI. Guillaume Poupard avertit le Premier ministre, nommer les responsables est prématuré. À un moment où on voit des terroristes partout, le fait d'aller expliquer à des autorités, attention, c'est peut-être pas justement ces terroristes, c'est peut-être pas Daesh, c'est peut-être quelque chose de totalement différent, évidemment c'est compliqué. Dire à ses chefs que l'on ne sait pas, c'est toujours plus dur que dire ce que l'on sait. Ignorant les avertissements des experts, le ministre de l'Intérieur parle à nouveau d'une attaque terroriste en fin de journée. Beaucoup d'éléments convergent pour que la présomption d'un acte terroriste soit bien la cause de cette attaque. Pourquoi le ministre Cazeneuve s'obstine à évoquer la piste Daesh qui serait, selon lui, derrière cette attaque de TV5 Monde ?
Eh bien, comme le dit le directeur de TV5, Yves Bigot, parce que c'est de la politique. Un fonctionnaire haut placé m'a raconté les coulisses de cette journée et il m'a expliqué que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, veut à tout prix récupérer la gestion de la crise. Si c'est un simple piratage, la gestion de crise ira au ministère de la Culture et de la Communication. Avec Fleur Pellerin. Exactement, car il intervient au sein d'un média. Or, si c'est une cyberattaque terroriste, la gestion de crise sera pour le ministre de l'Intérieur. Donc c'est juste de l'affichage et du positionnement pur politique. C'est un peu plus que ça. Il faut avoir en tête qu'on est 3 mois après les attentats de Charlie Hebdo et le ministre de l'Intérieur est en train de négocier pour obtenir plus de moyens, plus d'effectifs. Si cette attaque contre TV5 relève d'un attentat terroriste, ça rajoute de l'eau à son moulin. Il y a une image d'ailleurs qui résume tout. Regardez, l'après-midi même, une conférence de presse est organisée au ministère de la Culture et de la Communication. Fleur Pellerin ne va quasiment pas s'exprimer. C'est Bernard Cazeneuve qui monopolise la parole. À l'écart du jeu politique, les experts de l'ANSSI continuent de travailler. Sauf qu'ils interviennent au sein même d'un média qui, en plus, a choisi de communiquer sur l'attaque. Le choc des cultures. Les journalistes de TV5 Monde ont cherché à couvrir la manière dont on traitait l'incident. Et donc, on a dû indiquer à la chaîne qu'on n'était pas forcément très à l'aise avec l'idée de voir apparaître des caméras derrière la porte vitrée de la salle qu'on avait investie, que c'était de nature à fournir à l'attaquant qui a accès à Internet et regarde la télévision des informations sur l'activité d'investigation en cours. En parallèle du travail des cyberpompiers de l'Agence de sécurité informatique, une autre équipe intervient. Des policiers spécialisés. Eux ne sont pas là pour réparer l'antenne de TV5, mais pour mettre la main sur le coupable afin de le traduire en justice. Comme sur une enquête classique, ils commencent par auditionner les salariés de la chaîne. L'un de ces policiers a accepté de parler de manière anonyme. Son entretien est reconstitué. Nous l'appellerons Patrick. Quand on commence une enquête, on s'interdit aucune hypothèse. On part du principe que tout le monde peut être coupable, que le coupable peut être interne, ça peut être des gens de l'intérieur qui sont spécialisés dans le système informatique, des anciens salariés qui sont partis mécontents ou qu'on a fâchés. Tout le monde est nerveux, tout le monde est sur ses gardes, tout le monde est tendu. Les enquêteurs s'intéressent en particulier à un employé. Car les premières analyses de l'ANSSI ont déterminé que l'attaque a été lancée depuis son ordinateur. Il ne s'agit pas d'un salarié lambda, mais de l'administrateur réseau. C'est lui qui gère les comptes et les machines du réseau informatique de TV5 Monde. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, forcément, puisque c'est son ordinateur qui a servi à l'attaque. Et il répond à nos questions de façon cohérente. Il nous apporte des éléments qui nous permettent de penser que sa machine a peut-être été compromise et utilisée à son insu. En analysant le disque dur de son ordinateur, les enquêteurs découvrent 2 virus qui pourraient mettre hors de cause ce salarié. On appelle ça des malwares. Le premier, c'est un enregistreur de frappe clavier qui permet à une personne malveillante de récupérer tout ce qui est tapé sur un ordinateur, notamment les mots de passe et les identifiants. L'assaillant peut désormais se faire passer pour l'administrateur réseau, celui qui détient les droits d'accès sur les différentes machines et serveurs de la chaîne. Le second fichier ou virus est un petit logiciel qui va permettre à l'attaquant de prendre le contrôle à distance sur la machine sur laquelle il a été installé via des serveurs qui se trouvent la plupart du temps à l'étranger. Le soir de l'attaque, depuis n'importe où dans le monde, il n'a plus qu'à donner des ordres à cet ordinateur.
Le jour J, l'attaquant va initier une attaque en faisant une simple commande qui va dire à la machine de l'administrateur réseau qui a été compromise d'effacer le serveur de messagerie. Cette machine va aussi servir à prendre le contrôle des comptes des réseaux sociaux Facebook et Twitter qui sont rattachés à TV5 Monde. Et enfin, il va dire à la machine de l'administrateur réseau de procéder à la remise à zéro de tous les matériels qui permettent la diffusion des flux vidéo, ce qui engendre les fameux écrans noirs le soir de l'attaque. Comment le pirate a-t-il pu déposer ces virus dans l'ordinateur de l'administrateur de TV5 Monde ? Eh bien, vous allez voir, cette attaque a été préparée de longue date. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à TV5, les caméras des plateaux sont des robots qui sont gérés à distance par un prestataire hollandais. Ce prestataire, c'est quelqu'un qui est très imprudent. Il voyage beaucoup, il se connecte au Wi-Fi des hôtels et des aéroports qui sont très peu sécurisés. L'attaquant a donc pu déposer ces virus sur l'ordinateur de ce prestataire, puis comme ça remonter, infiltrer le réseau de TV5 en passant par les caméras robots, puis aller jusqu'à l'ordinateur de l'administrateur réseau. C'est fou, c'est digne d'un film d'espionnage. Comment se prémunir face à tant d'ingéniosité ? TV5 a sans doute facilité la tâche des hackers. Il faut savoir, c'est ce qu'a révélé notre enquête, que la chaîne n'avait pas changé les mots de passe par défaut des serveurs, notamment les serveurs qui gèrent les caméras robots. Donc c'est comme lorsqu'on achète un nouveau téléphone avec un code PIN 0000, il faut le changer. Exactement, donc le pirate n'a eu aucune difficulté à se procurer ce mot de passe. Dès lors, une fois qu'il était entré dans le réseau, il a pris tout son temps pour préparer son attaque. TV5 reconstruit son système informatique pour un coût de 20 millions d'euros. Les enquêteurs, eux, sont toujours sur la piste
Elle estime que si elle accuse nommément la Russie, elle se coupera de toute possibilité de dialogue avec ce pays. Sur ces affaires, dans le cyberespace, on règle généralement les choses par le canal diplomatique et pas frontalement. Donc l'agresseur ne sera jamais désigné. Même TV5 ne sera pas mise au courant, mais la chaîne finira par l'apprendre, tout comme le grand public, parce que l'information va fuiter. Dans ce climat de guerre cyber, Guillaume Poupard a convoqué les responsables informatiques de 43 grandes télés, radios et journaux français. 3 semaines après la destruction de l'antenne de TV5 Monde, il craint d'autres attaques au sein des médias. On distribue un document à l'ensemble des médias. On leur donne de quoi chercher au sein de leur réseau s'il y a des traces d'attaques qui sont déjà produites, et notamment celle qui s'est produite chez TV5. Le document contient des bouts de code informatique, des noms de fichiers, de serveurs, des adresses IP retrouvées sur les réseaux de TV5 Monde. On a la conviction à l'ANSSI que partager ces indicateurs en direction des différentes chaînes de médias, radio et presse peut être intéressant pour essayer de découvrir de nouvelles attaques. Cette note porte la mention diffusion restreinte. Elle doit rester dans le cercle confidentiel des responsables informatiques. Le document ne mentionne ni l'origine russe de l'attaque, ni même le mode opératoire APT28. Emmanuel Paquette est journaliste au magazine L'Express. Il suit depuis plusieurs années les problématiques cyber. Grâce à des sources, il entend parler de cette réunion et parvient à se procurer le fameux document distribué par l'ANSSI. Il va mener sa propre investigation. Je donne les marqueurs, donc les empreintes numériques laissées par les assaillants chez TV5 Monde, à 2 experts de la cybersécurité, un privé et un particulier que je connais, c'est plutôt un hacker pour le coup, et les 2 travaillent de leur côté et assez rapidement arrivent tous les 2 à la même conclusion. Je m'attendais à ce que ce soit effectivement une confirmation du cybercalifate, et en réalité, derrière ce groupe se cache APT28, qui serait proche des intérêts russes. Le journaliste se fait confirmer l'information par le parquet en charge de l'enquête. Pourtant, l'ANSSI se refuse à tout commentaire. Emmanuel Paquette contacte alors le premier concerné, le directeur de TV5. On ne nous l'avait pas dit officiellement. Comme évidemment l'Express m'appelle et me demande de confirmer, j'appelle l'ANSSI en disant hey, là maintenant il faut nous dire les choses clairement. Un type de l'Express qui est un vrai spécialiste de ces questions-là nous dit voilà, que c'est les Russes. Je confirme. Alors ils étaient très emmerdés. Parce que ça serait mieux de ne pas le dire, il ne faut pas en parler. Et ben oui, mais si le gars le sait, voilà, on finit par me dire ben oui, c'est les Russes. Presque 3 mois jour pour jour après l'attaque, l'Express publie l'enquête d'Emmanuel Paquette. Les enquêteurs s'orientent vers une autre piste, d'origine russe. La publication de l'Express, évidemment, n'arrange pas les affaires de l'ANSSI, ni même les investigations, tout simplement parce qu'on n'est pas coutumier d'attribuer dans les médias des attaques informatiques. Et on craint également, via une attribution publique, d'éventuelles représailles, d'éventuelles nouvelles attaques. L'information est reprise dans le monde entier, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne ou encore en Espagne. Car c'est la première fois qu'un média est saboté. L'ANSSI n'était pas très content que je partage les empreintes numériques laissées par les assaillants à d'autres personnes. J'ai eu des messages plutôt indirects me disant de les garder pour moi, voire si je pouvais éviter d'y accéder. Bon, voilà.
Maintenant que les hackers d'APT28 sont clairement mis en cause, les policiers doivent trouver qui se cache physiquement derrière ce groupe. Mais les pirates ont brouillé les pistes en se dissimulant derrière de nombreux serveurs partout dans le monde. Moi, en tant qu'enquêteur, quand je travaille, je remonte la pelote à l'envers. Donc du coup, je pars du serveur compromis, je cherche les connexions, je trouve une connexion, j'identifie un serveur. Il va falloir que j'aille récupérer ce serveur et les informations qui sont dessus pour pouvoir remonter d'un cran vers la connexion suivante. Pendant des mois, les policiers spécialisés travaillent sur les serveurs utilisés pour l'attaque. Mais ils se heurtent finalement à un mur. Certains pays refusent l'accès à leurs machines. D'autres ne conservent pas leurs données. Oui, on a des faisceaux d'indices nombreux et bien forts, mais on ne peut pas amener des éléments de preuve matériels formels. Et surtout, on ne peut pas identifier des personnes physiques. Alors pour nous, c'est très frustrant. Et aujourd'hui, où en est-on de cette affaire? Y a-t-il eu des suites judiciaires? L'affaire a été classée sans suite et aucun de ces hackers russes ne sera jamais traduit en justice. Et les autorités russes n'ont jamais été directement, officiellement mises en cause? Non, mais de toute façon, qu'ils soient mis en cause officiellement ou pas, l'attitude des Russes face à ces accusations est toujours la même. Ils ne prennent pas la peine de démentir. Écoutez cette déclaration de Vladimir Poutine. Это же люди свободные, как художники. Они, значит, настроение у них хорошее, они встали с утра и занимаются тем, что картины рисуют. Также и хакеры. Они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях. Если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают, правильную, в борьбу с теми, кто как бы плохо отзывается о России. C'est complètement fou ce qu'il dit Vladimir Poutine, on est bien loin des précautions d'usage des autorités françaises. Il semble même justifier les attaques de ces hackers au nom du patriotisme. C'est sans doute au nom de ce même patriotisme que ces artistes, comme ils les appellent, vont lancer une autre attaque massive en juin 2017. Une attaque qui va déstabiliser un pays, qui va coûter des milliards de dollars à des multinationales, dont le français Saint-Gobain, et qui va même mettre en jeu des vies humaines. C'est une guerre à 2500 km de la France. En mars 2014, la Russie annexe la Crimée, rattachée à l'Ukraine. Des années d'affrontements violents au sol, mais aussi dans le cyberespace. Depuis, le pays reste divisé entre l'Ouest pro-européen au pouvoir et l'Est majoritairement pro-russe. C'était la veille de la journée de la Constitution de l'Ukraine. Vu que le 28 c'est un jour férié, je décide que j'irai voir mes parents et mes enfants. L'été, mes parents habitent à la campagne. Chaque fois que je vais chez eux, j'achète des friandises, quelque chose de Kiev. Ma mère adore le salo, du lard ukrainien. Je m'appelle Oleg Derevianko. Je suis cofondateur de la société ISSP. C'est une entreprise de cybersécurité. J'ai reçu l'appel d'un ami. Il m'a dit, écoute, quelque chose d'important est en train de se passer. Un gros client vient d'être attaqué. Pour moi, il ne s'agit que d'une attaque, comme il s'en produit tous les jours. C'est juste une attaque ordinaire. Il n'y a aucune raison que je change mes plans. J'appelle mon partenaire pour lui expliquer la situation. Et il me répond. Écoute, 10 à 15 entreprises m'ont déjà appelé pour me dire qu'elles sont touchées par une forte cyberattaque. C'est sérieux. Tout le système s'arrête et le message de demande de rançon apparaît.
Oler Derevienko comprend que l'alerte est beaucoup plus sérieuse qu'il ne l'imaginait. Il s'arrête dans un restaurant en bord de route pour avoir une connexion Internet. À ce moment-là, nous avons réalisé que nous avions affaire à un niveau de cyberattaque jamais vu auparavant dans le monde entier. Et aussi à une méthode et une technique d'attaque totalement inédites. Des millions d'ordinateurs sont infectés dans le pays. Sur leurs écrans apparaît ce même message de demande de rançon. Pour récupérer leurs données cryptées, les victimes doivent payer l'équivalent de 300 $ en monnaie virtuelle. Dans les aéroports et les gares, des panneaux d'affichage sont à l'arrêt. Paiement par carte bancaire impossible dans le métro et dans les supermarchés. Distributeurs de billets hors service. Des hôpitaux sont aussi touchés. La cyberattaque menace des vies. La clinique Boris est l'une des plus réputées de la ville. En début d'après-midi, un patient se présente. Il a une quarantaine d'années et semble être en détresse respiratoire. Un patient avec une insuffisance coronarienne est arrivé. Cela signifie que l'activité de son cœur souffrait de dysfonctionnement. Il pouvait décéder à n'importe quel moment. Ce patient avait besoin d'une hospitalisation immédiate. En plus de 30 ans d'exercice, le docteur Yelena Botiaï n'a jamais connu une telle panique. Tout le système informatique de la clinique est hors service. Les plannings des médecins et les dossiers des patients se sont volatilisés. Il était très important de vérifier si ce patient avait déjà eu des problèmes cardiaques auparavant, parce qu'il était assez jeune et qu'on devait éviter des erreurs. Il nous fallait savoir quels médicaments il prenait et quels examens il avait déjà faits. Là, il nous dit « Vous avez toutes ces informations dans votre base de données », sauf que nous n'avions plus cette base. La clinique ne peut pas l'opérer sur place. Le patient sera finalement envoyé dans un centre spécialisé. Je pense que les gens qui sont à l'origine de cette cyberattaque ne pensaient pas du tout aux conséquences sur les vies humaines. Cela leur était égal. Au-delà des tragédies individuelles, le blocage généralisé du pays par le virus pourrait déstabiliser le pouvoir en place. Place Maïdan, la Poste doit fermer ses portes. C'est une institution centrale du pays. Elle n'assure pas seulement la gestion du courrier, elle distribue aussi les pensions de plus de 11 millions de retraités ukrainiens. Comme beaucoup de retraités habitent dans des endroits reculés où les banques n'ont pas accès, nos facteurs prennent l'argent en liquide dans leur sac et le distribuent dans les villages, jusque dans les maisons. L'équivalent de 4 milliards d'euros en espèces. Mais nous avons besoin de données pour nous dire quelle somme d'argent distribuer à qui. Nous avons rapidement compris que ça pouvait déboucher sur une vague de mouvements sociaux. Les gens penseraient que cette cyberattaque est une fiction, provoquée par l'État dans le but de les tromper. Je pense que ceux qui ont planifié l'attaque comptaient sur ça, semer des troubles sociaux, des chocs dans tout le pays. Pour éviter une montée de panique, Alexander Persowski donne l'ordre à ses équipes de rouvrir les portes. Même sans système informatique, il faut continuer à accueillir les clients. Et pour rassurer les Ukrainiens, il se prête à une conférence de presse diffusée en direct sur les chaînes du pays.
Par prévention, nous avons arrêté le système pour éviter la propagation du virus. Une partie de nos services reste accessible. Nous pouvons toujours recevoir les clients et distribuer les colis. En revanche, on ne peut faire aucune transaction financière. Les salariés sont mobilisés pour recréer les bases de données des retraités effacés. Ils y parviendront au bout de 2 semaines à l'aide des archives papier, 2 jours avant la date de la distribution des retraites. Nous avons investi des millions et des millions pour automatiser l'entreprise. À mon arrivée, seuls 2000 de nos 11 000 bureaux de poste étaient connectés au réseau Internet. Nous avons doublé ce nombre. L'ironie du sort, c'est que nous nous sommes battus pour que la société soit davantage dépendante de l'infrastructure informatique. Mais à cause de ça, elle est devenue plus vulnérable. À la mi-journée, 30% des systèmes informatiques du pays sont cryptés. Mais le virus ne s'arrête pas aux frontières du pays. Il se propage à près de 2000 entreprises partout dans le monde. Parmi elles, de grosses multinationales. Les experts le baptisent
se passionne pour le virus NotPetya. Très vite, un nom revient en boucle dans leurs échanges. MEDOC. MEDOC est un logiciel de comptabilité ukrainien utilisé par des entreprises et des institutions locales pour déclarer leurs impôts. C'est lui qui aurait permis aux attaquants de répandre leur virus destructeur. L'épicentre de la pandémie mondiale se situerait au siège d'une petite entreprise de la banlieue de Kiev. La société Linkos a développé ce logiciel MEDOC et le commercialise. Moins de 2 heures après le début de la cyberattaque, Olesya Linik, la patronne, se retrouve au cœur de la tourmente. Très rapidement, tous les médias commencent à diffuser cette information et à faire leur une avec ce titre. La mise à jour du logiciel MEDOC propage le virus NotPetya en Ukraine. Dans la foulée, Olesya Linik contacte elle-même la cyberpolice ukrainienne. Elle se met à sa disposition. Sergueï Demediouk est à la tête de cette unité spécialisée qui compte plus de 400 hommes répartis sur le territoire. J'ai envoyé un groupe de spécialistes sur place afin de localiser le logiciel malveillant, pour qu'on puisse évaluer la situation et dire s'il s'agit d'un crime ou d'une erreur technique involontaire. La cyberpolice rendra ses conclusions le lendemain de l'attaque. Le virus NotPetya se loge effectivement dans le logiciel MEDOC. En moins de 24 heures, le pays a déjà perdu un demi-point de PIB. Mettez-vous à ma place. Je ne suis pas un soldat, je suis une civile. Donc, devenir l'épicentre de la guerre, de cette cyberguerre, j'ai du mal à l'avaler, comme tout ce conflit d'ailleurs. Et aujourd'hui, est-on sûr que la patronne de cette entreprise ukrainienne ignorait vraiment que son logiciel était au cœur du scandale de cette cyberattaque? Oui, car les assaillants vont se servir de son logiciel à son insu pour propager leur virus. En somme, une sorte de cheval de Troie. L'avantage pour eux, c'est que ce logiciel, il est utilisé par quasiment toutes les entreprises et les institutions ukrainiennes pour déclarer leurs impôts. Et donc les hackers vont envoyer une fausse demande de mise à jour du logiciel à tous ces utilisateurs. Et les utilisateurs, quand ils cliquent dessus, ils se font inoculer le virus. Quel lien, concrètement, entre cette petite entreprise ukrainienne de comptabilité et la multinationale française Saint-Gobain? Saint-Gobain avait une filiale ukrainienne qui utilisait ce logiciel. Entre-temps, Saint-Gobain avait vendu l'entreprise, mais il en restait l'administrateur réseau pour encore 3 mois. Autrement dit, à 3 mois près, Saint-Gobain aurait pu éviter cette massive attaque informatique. Voici le journal. Bonjour à tous. À la une ce matin, comme une traînée de poudre. Une cyberattaque à l'échelle mondiale, planétaire. Cyberattaque spectaculaire. La bombe informatique a touché la France. Des entreprises françaises. Parmi les victimes dans l'Hexagone, Auchan, chez les biscuits Lu ou Oreo, les chocolats Côte d'Or, Saint-Gobain, Milka, Saint-Gobain ou encore de la Maïf. Les préservatifs du Rex, laboratoire pharmaceutique. Steradan, Desktop, On parle de l'industriel Saint-Gobain. Chez le géant du bâtiment français Saint-Gobain. Pendant 6 jours, aucune information ne filtre du siège. Le 3 juillet, la multinationale publie un communiqué de presse. De nets progrès ont été réalisés pour la remise en service de tous nos systèmes, avec un retour complet à la normale attendu en début de semaine prochaine. Dans les faits, le groupe est durement touché. Les hommes de l'ANSSI sur place constatent que plus de 80% des 40 000 machines en France sont paralysées. Ils perdent plusieurs millions d'euros par jour et pour eux c'est quelque chose qui est impensable dans la durée. Donc l'ambiance était un peu tendue, voilà, les équipes informatiques couraient un peu partout et étaient à la recherche de solutions.
Une trentaine de cyberpompiers se relaient nuit et jour dans un entresol spécialement aménagé dans la tour de la Défense. Des lits d'appoint sont même installés pour qu'ils dorment sur place. Cette attaque chez Saint-Gobain tombait particulièrement à un mauvais moment, puisqu'ils étaient soumis à une publication des comptes obligatoire, et le fait de ne pas publier ces comptes financiers peut entraîner des pénalités. Donc effectivement, ils sont très demandeurs et mettent beaucoup de pression pour qu'on redémarre vite. Il faudra 3 semaines au groupe français pour reconstruire un réseau sain et revenir à la normale. Dans cette cyberattaque, Saint-Gobain a perdu au moins 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette affaire est symptomatique car elle montre les conséquences dramatiques pour les grands groupes que peuvent avoir ces cyberattaques et des conséquences financières notamment. Oui, et en interne, chez Saint-Gobain, c'est vraiment vécu comme un échec. Nous les avons sollicités à plusieurs reprises et ils n'ont jamais souhaité participer à ce documentaire. Même à l'époque, ils ont verrouillé leur communication. Il n'existe aucune image officielle de leur magasin, La Paire ou Point P, à l'arrêt suite à l'attaque du virus. Et les seules images, celles qu'on a utilisées dans le documentaire, nous ont été données par une source non autorisée. Mais alors pourquoi un tel silence? Alors déjà parce que ça fait partie de l'ADN du groupe, Saint-Gobain communique peu. Et puis il y a aussi, semble-t-il, un problème de sécurité informatique dans ce groupe. Oui, puisque dans les années 2000, la direction du groupe a souhaité que toutes les filiales puissent échanger et partager. Elle a donc fait un réseau informatique ouvert, très à plat, comme ils appellent dans leur jargon, ce qui fait que quand le virus se propage à un endroit dans le réseau, il peut très vite se propager à l'ensemble du groupe. Donc il y a eu des failles. Exactement, il y aurait aussi eu un problème au niveau de la gestion des identifiants et des mots de passe. L'administrateur réseau aurait choisi un même identifiant et un même mot de passe pour accéder à plusieurs ordinateurs. Donc on connaît le virus, on sait comment il s'est propagé, reste une inconnue. Qui l'a inoculé? À Paris, Félix Aimé, le profiler de hackers, vient de quitter son poste à l'Annecy. Lorsque l'attaque survient, c'est son 2e jour de travail pour l'une des principales sociétés privées d'antivirus. Un collègue lui envoie par mail le fichier contenant NotPetya. Mais il n'a pas encore ses outils informatiques pour traquer les pirates. Je reçois le fichier et je viens l'ouvrir sur un traitement de texte parce que j'ai que ce logiciel à disposition. Et ce que je cherchais à savoir, c'était s'il y avait des chaînes de caractères reconnaissables. Des indices qui me font tilter sur un groupe d'attaquants ou un autre. Je m'aperçois qu'on a une suite d'extensions de fichiers qui est vraiment significative. Je copie-colle ces blocs de caractères sur Google et là, je tombe sur un code malveillant associé au mode opératoire Black Energy. Black Energy, c'est un mode opératoire russophone qui est spécialisé dans le cybersabotage. Depuis 2014 et le début du conflit en Crimée, le groupe de hackers Black Energy a mené plusieurs campagnes de cyberattaques ciblées en Ukraine. Ils sont notamment à l'origine d'une attaque sans précédent contre des centrales électriques en décembre 2015. 70 000 foyers ukrainiens plongés dans le noir. Aujourd'hui, on ne sait pas si Black Energy est associé à l'État russe directement, si c'est un service ou si c'est un bureau d'un des services de renseignement russes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il suit des intérêts géopolitiques russes. On sait aussi que l'Ukraine, pour ce mode opératoire, est un peu un laboratoire à ciel ouvert. Ils organisent des attaques, ils voient un peu les répercussions que peuvent avoir ces attaques, et on retrouve des attaques similaires sur d'autres conflits. Ça peut être en Syrie, ça peut être au Yémen. Le profiler se retient de lier directement les hackers russes de Black Energy au Kremlin. Les autorités ukrainiennes, elles, vont prendre moins de précautions.
À Kiev, dans les bureaux de la SBU, les services secrets ukrainiens, l'enquête pour remonter jusqu'à l'attaquant vient à peine de commencer. Nikolai Kuleshov, le chef du département cyber, n'a encore aucune preuve tangible, mais une certitude après des années de guerre contre la Russie. Pour organiser une attaque pareille, aussi massive, il faut avoir beaucoup de ressources. Un petit groupe de hackers indépendants ne dépenserait pas une telle somme d'argent sans aucun retour sur investissement. Ce ne peut être que des services secrets. Pour nous, c'est important de dire à la communauté internationale la vérité sur cette cyberattaque. De dire qu'il s'agit d'une agression russe. Dans notre pays, les forces de l'ordre n'ont pas pour habitude de dire qui est derrière une attaque tant que la justice ne s'est pas prononcée. Mais dans cette situation de guerre hybride, lorsque nos ennemis sont sans foi ni loi, nous devons nous mettre à leur niveau. Et donc, passer outre certaines règles pour donner aux citoyens les faits et leur dire comment ça se passe. Les autorités ukrainiennes ne veulent pas rester passives face à l'agression. Elles organisent une réaction qui se veut spectaculaire. Un commando d'intervention de la police ukrainienne débarque dans l'entreprise d'Olesya Linik. Je suis dans mon bureau et j'entends qu'il y a une agitation dans le couloir. Je sors et je les entends monter les escaliers 4 à 4. Puis j'entends des cris. Tout le monde s'éloigne des ordinateurs. Alignez-vous devant le mur. Nous sortons tous et nous nous mettons en rang. Ils me demandent où se trouvent les serveurs. Je leur réponds, il y en a à chaque étage. Ces images filmées par la police elle-même seront largement distribuées aux médias dès le lendemain. C'était un cauchemar. Vous savez, pour de simples employés de bureau, se retrouver face à des hommes avec des mitraillettes braquées sur vous, évidemment, c'était un choc colossal pour tout le monde. Certes, c'était très désagréable et inconfortable pour les dirigeants de cette société, car nous avons violé leurs droits et leurs libertés, mais d'un autre côté, nous avons fait du bon travail. Nous espérions ainsi que les criminels qui nous voient agir réaliseraient que tôt ou tard, avec une force aussi puissante, nous serions en mesure de venir les arrêter aussi. Est-ce que cette démonstration de force à l'endroit de la Russie va fonctionner ? Vous vous doutez bien que non, mais les Ukrainiens n'ont pas vraiment d'autres moyens que ça. Nous sommes entrés dans les bureaux des services secrets ukrainiens, le SBU, et nous y avons trouvé peu de moyens, quelques jeunes hommes devant des ordinateurs, et puis surtout, chose très étrange, nous avons pu mettre notre clé USB pour récupérer un document dans leur ordinateur sans même qu'ils la vérifient avant. Sans aucun contrôle, c'est-à-dire que si vous aviez voulu les infecter, leur transmettre un virus, les attaquer, c'était possible. Oui. Pas très sérieux, ça. Le plus ironique dans toute cette affaire, c'est que les Ukrainiens ne devraient pas seulement s'en prendre aux Russes, mais aussi aux Américains. Parce qu'à l'origine de toute cette histoire, il y a la NSA, la célèbre agence de renseignement américaine. C'est elle qui a découvert une faille dans le logiciel Microsoft. Mais au lieu d'avertir l'industriel pour qu'il corrige cette faille, la NSA l'a conservée pour elle en espérant l'utiliser plus tard dans de futures attaques. Et pourquoi cette faille s'est retrouvée entre les mains des hackers russes de Black Energy ? Mais parce que c'est l'arroseur arrosé, la NSA s'est fait dérober tout un arsenal de failles par des pirates informatiques, dont celle qui est à l'origine du virus NotPetya. Et ces failles informatiques se sont retrouvées sur Internet en vente et donc tout hacker malveillant pouvait les utiliser. C'est un monde sans règles où tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis avec un gros avantage. Il n'est pas nécessaire d'entretenir et de financer une armée d'espions pour mener une attaque, il suffit d'un virus. Et vous allez voir comment l'armée française elle-même va être victime d'une de ces opérations d'espionnage.
À l'automne 2017, une information confidentielle remonte jusqu'à la ministre des Armées, Florence Parly, sous la forme d'une note rouge. Des boîtes mail de militaires français ont été piratées. La cyberattaque est en cours, elle est très sophistiquée et pourrait donc être l'œuvre d'un État. C'est le général Olivier Bonnet de Pailleret qui a fait rédiger le document. Sur à peu près 800 incidents que l'on a par an, moins d'une dizaine est de nature étatique. Est-ce que cette attaque a permis à l'attaquant d'être en profondeur dans les réseaux les plus cachés du ministère? Donc c'est ça ma première angoisse. L'information est prise très au sérieux au sommet de l'État. La ministre demande à être tenue au courant de l'évolution de l'attaque. Le lendemain, au nouveau siège sécurisé des armées françaises, dans le très secret CPCO, Centre de planification et de conduite des opérations, le général réunit plus d'une dizaine d'officiers. Ensemble, ils doivent déterminer la stratégie à adopter vis-à-vis de l'attaquant. Le lieutenant-colonel Lionel prend la tête de cette cellule de crise dédiée. C'est lui qui présente les options au général. On a deux possibilités, c'est soit de manière très radicale couper ce service, fermer toutes les boîtes ou arrêter les différents serveurs. C'est assez radical, mais au moins on sait qu'on arrête dans la foulée la fuite de données. On a une deuxième possibilité, c'est de laisser continuer l'attaquant, continuer son évolution, de manière à mieux le surveiller, à comprendre exactement son mode d'action et également son objectif. L'option 2 permettrait d'en apprendre beaucoup sur l'ennemi. Mais elle peut aussi se révéler risquée si l'attaquant prépare une offensive majeure. Je prends la décision à un moment de dire, écoutez, non, je crois qu'on peut en savoir plus sur qui nous attaque, comment il nous attaque, pourquoi il nous attaque. Donc on va laisser l'attaque continuer à perdurer. Pas question d'avertir tous les services de l'armée qu'une attaque est en cours. Ce serait contre-productif. La cellule de crise établit la liste restreinte de ceux qui sont mis au courant. Et pour travailler en toute discrétion, les militaires mettent au point un scénario, ce qu'ils appellent une légende. Au moment où on a besoin de construire cette légende, on va profiter de l'actualité. On vient de traverser 2 vagues d'attaques informatiques internationales. On s'entend une 3e. Sur le dark web, on parle
l'objectif de nos bateaux puisse être dans les mains d'un tiers. Le tiers pourrait être un État qui agit à l'encontre des intérêts français. Mais alors, qui est ce fameux tiers qui est évoqué et qui attaque les intérêts français? Ce serait encore un coup des Russes. Il s'agit d'un mode opératoire baptisé Turla, celui d'un groupe de hackers qui est déjà connu pour avoir attaqué d'autres institutions, notamment un État européen. Sans mètres de sécurité, l'attaquant va profiter de ces serveurs pour mener des attaques et faire des rebonds, différents rebonds dans différents pays pour venir ensuite récupérer les mails. La liste de ces serveurs vient s'ajouter à la base de données sur Turla. Avec cette opération de contre-espionnage, l'armée française espère se prémunir à l'avenir d'attaques similaires perpétrées par ce groupe de hackers. J'estime qu'on est allé jusqu'au bout de notre enquête et qu'il est temps, maintenant qu'on a cette connaissance générale, d'arrêter cette attaque. Fin mai 2018, 7 mois après le lancement de l'opération de contre-espionnage Turla, le commandement de la cyberdéfense décide d'arrêter de jouer avec le feu. L'attaquant est chassé des boîtes mail de manière radicale. Tous les identifiants et mots de passe seront changés. Pour la première fois, la ministre des Armées, Florence Parly, choisit de rendre l'attaque publique. Elle se garde bien de citer directement la Russie, mais désigne nommément le groupe Turla. Pour Le Monde Cyber, l'accusation est explicite. Nous considérons l'arme cyber comme une arme opérationnelle à part entière. Mais que ceux qui sont tentés de s'attaquer à nos forces armées le sachent, nous n'avons pas peur de l'utiliser et nous n'aurons pas peur de l'utiliser.
Bonsoir Florence Parly, Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'après ce film, on est sidéré de l'ampleur des attaques dont la France est la cible, avec, dans 90% des cas, un ennemi qui est tout de même identifié, c'est la Russie. Pourquoi ne pas le nommer directement? D'abord, c'est pas facile d'attribuer. C'est une des difficultés de cette guerre, si je puis dire, dans le monde cyber. C'est qu'il faut précisément remonter le fil conducteur des attaques. Et votre film, je crois, a montré comment parfois il faut aussi savoir se mettre en position d'observateur pour comprendre la manière dont l'attaquant opère et, si possible, rattacher cela à des modes opératoires qui ont déjà été observés ailleurs et qui permettent cette attribution. Donc l'attribution n'est pas chose simple. Donc c'est pas toujours la Russie. Mais quand vous il vaut mieux ne pas se tromper. Mais parce que accuser quelqu'un à tort dans ces matières-là, surtout s'il s'agit d'État, peut avoir des conséquences importantes. Mais tout de même, quand vous nommez le réseau Turla, on sait que c'est la Russie qui se cache derrière. C'est un mode opératoire, Turla, que certains attribuent à la Russie. Mais la France n'a jamais attribué officiellement cette attaque. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on nomme pas directement l'ennemi? Je vous pose la question parce que dans le cas d'une guerre classique, et vous avez vous-même déclaré que la cyberguerre, c'est une guerre à part entière, dans une guerre classique, on nomme l'ennemi, on réplique par la diplomatie, par des attaques ciblées. Donc si la Russie est notre ennemi, pourquoi continuer à taper dans le dos de Vladimir Poutine comme si c'était un ami? C'est une guerre, mais ça n'est pas une guerre classique, justement. Une guerre, au sens classique du terme, c'est une guerre qui s'entend sur des théâtres ou dans des milieux qui sont bien connus. Une guerre terrestre, une guerre dans la sphère aérienne, une guerre marine ou sous-marine. Ce que nous découvrons et ce que nous expérimentons avec la cyberdéfense, c'est qu'il y a de nouveaux milieux. Le cyber en est un. Et cette guerre-là, ou ces attaques, ont comme caractéristique qu'elles sont très peu visibles et que le mode opératoire change sans cesse. Est-ce que nous, on réplique quand on est attaqué comme ça? Nous ne nous interdisons pas d'agir. De quelle dit, manière? Sur les théâtres d'opérations extérieures où nous sommes présents, nous considérons que le cyber, c'est une arme, au même titre que les autres armes, au même titre que les véhicules blindés, au même titre que les avions. C'est une arme qui soit peut être utilisée pour amplifier les effets des armes conventionnelles, soit peut être utilisée en tant que telle pour neutraliser, brouiller. Mais ça, en tout c'est cas, sur les théâtres d'opération, Madame la Ministre, c'est-à-dire en Syrie, en Irak, au Mali. Mais quand on est attaqué, par exemple, sur les services, sur les serveurs de la défense, comme ça a été le cas avec Turla, dans le cas Turla, est-ce qu'on réplique et de quelle manière? Mais je vous pose la question, et je fais peut-être une analogie avec la guerre classique. Quand on est bombardé, on bombarde l'ennemi et on réplique. Mais enfin, nous ne sommes pas en guerre sur notre territoire national. Est-ce qu'aujourd'hui, quand nos services sont attaqués de façon massive, TV5 encore une fois, les services de la défense, est-ce qu'on réplique? Est-ce que nous aussi on lance des offensives numériques? Nous nous protégeons. Ce que l'on doit faire, c'est d'abord se protéger. Là, vous me parlez de services publics. Ces services publics ne sont pas en guerre. Les services publics doivent d'abord protéger les données, s'agissant d'un hôpital, les données d'un patient et s'assurer que l'ensemble des systèmes qui permettent de faire fonctionner un hôpital restent intègres. Donc il s'agit de protéger. Ensuite, il faut parvenir à identifier. Et j'ai indiqué combien le processus d'identification était un processus complexe. Et lorsque on identifie, on peut en effet faire savoir à celui que l'on a identifié, que l'on sait qui il est. Ensuite, l'histoire ne regarde pas nécessairement, la suite de l'histoire ne regarde pas nécessairement le grand public. C'est du secret défense? C'est confidentiel. C'est confidentiel, mais ça existe. Mais ça existe. On lance des attaques de temps en temps pour répliquer quand on est attaqué. Je n'ai pas dit cela, j'ai dit qu'on peut faire savoir à celui dont on pense qu'il est l'auteur que l'on a compris qui il était
et ce qu'il avait fait. On révèle dans notre film que ce sont les Allemands qui nous ont alertés. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des failles dans les services français? Ça veut dire qu'il faut une coopération. Et je parlais tout à l'heure de l'Union européenne, de l'OTAN. C'est la coopération La européenne. clé, c'est la coopération, parce qu'il n'y a pas de frontière. De la même manière qu'il n'y a aucune frontière entre les attaques civiles ou les attaques qui concernent le monde militaire, il n'y a pas non plus de frontière entre les différents pays européens. Sur la société civile, quels peuvent être les plus grands dangers de ces attaques? Et vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous redoutez? Vous avez cité un danger majeur, c'est celui de porter atteinte à nos libertés et à la démocratie. Et de déstabiliser nos pays. En faussant, si je puis dire, la perception et la compréhension que peuvent avoir nos concitoyens de ce qui se passe dans leur environnement. C'est pour moi sans doute l'un des sujets majeurs. C'est-à-dire qu'au fond, le développement extraordinaire d'Internet qui a été un moyen formidable pour échanger, propager des idées, diffuser du savoir, peut, lorsque cet outil est mis entre les mains de personnes malveillantes, peut se retourner au fond contre nos démocraties qui se nourrissent au fond de ces libertés. La démocratie et la liberté, c'est la même chose. La démocratie sans la liberté, c'est pas la démocratie. Merci Florence Parelli, merci. Merci.